Hello, bonjour. Welcome to the Union Safety Net, le filet de sécurité syndicale, a union podcast for working people. I'm your host, Sébastien Bezeau, et oui, parfois en français aussi. This podcast is hosted by the Union of Safety and Justice Employees, le syndicat des employés de la sécurité et de la justice. Join us for an informative discussion every month about issues currently affecting working people. Bonjour et bienvenue au filet de sécurité syndicale. For this episode, we are excited to host an informative discussion in both official languages for the benefit of federal public service employees wherever they live in Canada. The Work Force Adjustment Appendix, or WFA, is a mechanism enshrined in the collective agreement for many federal public service workers. En français, elle s'appelle l'appendice sur le réaménagement des effectifs et elle s'applique dans tous les cas de restructuration en milieu de travail. C'est un droit acquis et essentiel au maintien de la fonction publique fédérale. However, many federal public service employees are unaware of these provisions. To remedy this situation, we have with us today on the Union Safety Net podcast two wonderful experts who we hope will answer most, if not all, of our questions. In English, we have Howie West, formerly of PSAC, now retired, and the undeniable national expert on WFA. Howie, welcome to the Union Safety Net. Thanks very much for inviting me, Sam. Et en français, j'ai le plaisir d'accueillir Erin Sirett, agente de recherche principale à la FPC et présentement le lead sur le réaménagement des effectifs. Erin, bienvenue au filet de sécurité syndicale. Merci, Sébastien. So, Howie, let's begin. First things first, what is the Workforce Adjustment Appendix and why is it important? Well, the Workforce Adjustment Appendix is part of the main core public service collective agreements, as well as those of CRA, Parks, and CFIA. The obligations that are spelled out in the WFAA are mostly the same, although there are some differences in the agency agreements, particularly CFIA. PIPS and UCOSAC also include the WFAA in their collective agreements as well. And all of the other public service unions fall under the Workforce Adjustment Directive, which again is similar, but a little different, and instead falls under the National Joint Council instead of the collective agreement. It's the union's key job security instrument. And this is really important because governments have asked for cuts of one kind or another for well over one half of the last 35 years. The lack of cuts from 2016, when the Trudeau government was elected, to 22-23, when they started talking about them again, is really the exception and not the rule. WFA's articles help workers who are affected by cuts and downsizing find other jobs in the public service or to transition to other work and education opportunities outside of the public service, or to retirement, an early retirement that would otherwise not be possible. The WFAA objectives say that its policy of the employer is to maximize employment opportunities for indeterminate employees affected by workforce adjustment situations, primarily through ensuring that whenever possible, alternative employment opportunities are provided to them. Okay, well, that was quite a good extensive definition to start the conversation. We'll switch it in French, Erin. Donc, il est assez habituel que beaucoup d'employés de la fonction publique ne savent pas qu'un tel mécanisme comme l'appendice existe. Est-ce exact? Oui, alors, je pense qu'on peut tous reconnaître que lire sa convention collective n'est pas un passe-temps apprécié par tout le monde, malgré le fait que c'est très important. Et l'appendice sur le réaménagement des effectifs est dense. Il est 35 pages environ, mais les concepts ne sont pas en effet difficiles à comprendre.
En fait, la plupart des conventions collectives comprennent un article sur la mise en disponibilité et le rappel, et peut-être aussi sur la sécurité d'emploi. Et c'est juste que dans la fonction publique fédérale, on appelle la gestion de ces mises en disponibilité et des rappels, on appelle ça le réaménagement des effectifs. Et un de nos objectifs à l'Alliance est justement de démystifier l'appendice et le processus sur le réaménagement des effectifs. Et donc, nous avons créé des outils pour expliquer comment ça fonctionne et nous avons aussi d'autres ressources à venir. Et la meilleure place pour retrouver tous ces outils est sur le site web de l'Alliance et c'est mon plug. Ça fonctionne. Merci, Erin. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de ressources disponibles présentement. There's lots of resources available. It is, it's something that's very important for all public sector employees. But let's go back in the history on how the WFAA came about. So it's been around for quite some time. Howie, how did it come about and hasn't been updated at all in the last 3 decades or so? The quick answer is yes, but how it came about is a bit of a longer response. But I have to say the PSAC has always led positive changes to the WFAA right from the beginning. So before 1985, the government had a workforce adjustment policy. But in 85 and 86, the bargaining agents negotiated a workforce adjustment directive under the auspices of the NJC. But in 1991, the PSAC launched a massive strike against the government's restrictions to collective bargaining. And although legislated back to work, one of the positive outcomes to that strike were improvements to the Workforce Adjustment Directive. And it gave, at that time, public service workers ironclad job security. But from 1994 through to 1998, the government rescinded the WFAD for most workers and legislated departure programs instead. The departure programs were good, and the reason they were good was because the agreement that was negotiated in 1991 was so good, and they had to provide an alternative that, was somewhat up to snuff. In 1998, the PSAC negotiated that the WFAD become an appendix to the collective agreement and no longer part of the NJC. So thus, it became the WFAA. The most significant changes bargained subsequently were those that were introduced into the 2016 collective agreement. And these included new voluntary departure program articles, expanded alternation articles, new language on contracting out, and increased monetary compensation for things like counseling and education. Perfect. Okay, well, we got the definition, we got the general history of the appendix. Now, let's get into a bit of more of a detail. Erin, comme ça, l'appendice est l'objet de négociation avec le Conseil du Trésor, puis elle est réenchâssée dans les conventions collectives comme automatiquement. C'est vu qu'elle a déjà été réenchâssée, c'est comme garanti, là. C'est toujours dans la convention collective? Oui, alors, comme l'appendice fait partie de la convention collective, oui, il est négocié entre la FPC puis le Conseil du Trésor, mais comme toute partie de la convention collective, l'appendice est automatiquement renouvelé dans chaque ronde de négociation, sauf si une partie ou l'autre apporte des changements à proposer. Et comme Howie vient d'expliquer, avec chaque ronde de négociation, on a proposé des améliorations à l'appendice dans chaque ronde de négociation. Et c'est grâce à la mobilisation de nos membres que nous avons négocié des changements importants depuis son introduction dans la convention collective. Et oui, donc c'est sûr que il y a toujours la possibilité pour le gouvernement d'introduire la législation
pour unilatéralement changer les conventions collectives, mais normalement, si le gouvernement respecte nos droits dans la Constitution, il n'y aura pas de changement unilatéral. Et nous allons travailler avec les équipes de négo qui viennent d'être élues pour représenter les membres de l'administration publique centrale dans la prochaine ronde de négo pour avancer une revendication qui améliore le processus et les droits de nos membres dans les situations de coupure qui sont présentement en train de se produire. Puis, Erin, est-ce que l'appendice, de ce que j'ai compris, de ce que vous avez déjà dit comme définition, ça s'applique juste pour les employés qui sont indéterminés? Est-ce exact? So it's only for permanent employees? Who does it apply to? C'est l'appendice, Erin. Alors, la convention collective s'applique à tous les membres de les unités de négociation de l'AFPC, mais c'est seulement les employés syndiqués, bien sûr, qui sont couverts par la convention collective. C'est les employés nommés pour une période indéterminée et déterminée qui sont couverts par le contrat, mais pas les employés occasionnels ou les étudiants. Mais l'appendice s'applique uniquement aux employés qui sont nommés pour une période indéterminée. Et la raison est que le but de l'appendice est surtout de maximiser et de protéger l'emploi permanent. Mais l'Alliance se préoccupe aussi avec le traitement des employés temporaires, nos membres, et nous cherchons surtout de limiter les postes temporaires et de pousser l'employeur à engager les gens dans les postes permanents. Aussi, on pousse l'employeur à ne pas suspendre la conversion des employés temporaires à des employés permanents après 3 ans de service continu. Et que s'il procède avec la suspension, que le temps travaillé par ces employés temporaires est compté après la suspension est levée. D'accord. Alors, il y a une claire distinction. But Howie, let's talk about those people who are not unionized. Do they have a process? Do they have a WFA process to apply? Because Erin just mentioned like this process is for unionized employees. So what happens to a non-unionized employee? Do they have any rights like unionized employees? Yeah, as Erin mentioned, the WFAA is specifically for indeterminate employees who are, because obviously they're covered by a collective agreement, unionized. But, almost all workers employed by the federal government are represented by a union or an association. It's just one thing I think that's an important addition to this. And if your manager starts talking to you as a PSAC member about the WFAD, and it often happens that they will, because quite often managers don't really know the difference and think that the terminology is interchangeable. It's not. You should remind them that in respect to your rights, the manager ought to be looking at the WFAA in the relevant PSAC collective agreement. And that's important, because there are differences. Mostly it's similar, but there are differences, and those differences are important. So the manager really needs to be looking at the right document when they're trying to talk to you about your rights and the rights that they're obligated to pay attention to. Now, Howie, when do the provisions of the WFA kick into action? Immediately. The provisions of the WFAA begin according to Article 1.11 and in the notification section as well. It says that departments or organizations shall advise and consult with the Alliance representatives as completely as possible regarding any workforce adjustment situation as soon as possible after the decision has been made and throughout the process, and will make available to the Alliance the name and work location of affected employees. OK. Alors, Erin, peux-tu, est-ce qu'on va un peu plus spécifique dans le procédé général de l'appendice? Peux-tu nous décrire justement le procédé général? Bien sûr. Alors, je vais vous donner les grandes lignes. Comme Howie a expliqué, l'employeur doit donner un avis au syndicat, mais bien sûr, l'employeur avise par écrit les employés qui sont touchés
et leur avise que leur service ne pourrait plus être requis en raison d'un réaménagement des effectifs. Alors ça, c'est la première chose qui arrive. La deuxième chose qui arrive, c'est l'employé peut recevoir une garantie d'une offre d'emploi raisonnable. Et si c'est le cas, l'employeur trouve un emploi raisonnable pour l'employé dans l'administration publique centrale. Mais si ce n'est pas le cas, l'employé peut avoir droit à un programme de départ volontaire. Et dans cette situation-là, si l'employé veut partir de manière volontaire, elle ou il choisit une des options de départ. Donc, c'est soit la mesure de soutien à la transition ou c'est cette indemnité avec une indemnité d'études. Mais s'il n'y a pas de possibilité de départ volontaire, l'employé peut faire partie d'un processus qui est géré par l'employeur et c'est un processus de sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité. Et on appelle ce processus SURLO. Alors, ce processus sert à déterminer qui reste et qui part lorsque seulement certains fonctionnaires d'un groupe de l'administration publique centrale sont mis en disponibilité. Et après ce processus, si l'employé est toujours excédentaire, elle a accès aux options que je viens de nommer. Donc, elle a l'option de la mesure de soutien à la transition sans ou avec une indemnité d'études ou elle a aussi une option d'avoir la priorité pour une durée de 12 mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable. Et pendant cette période, ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'employé peut trouver un autre employé qui veut quitter la fonction publique pour faire un échange de poste. Donc, toutes les situations, avec chaque étape, on cherche à réduire le nombre de départs non volontaires et de maximiser les départs volontaires. Et dans le passé, on a réussi à cet égard. It looks like a big image where it's like step one. If you get yes, you go down here. If you go no, you go down there. Then you have other options. Then it just looks like a pyramid of some sort, but it's all different checks and balances to protect our members' job. But well, and on that point, Sébastien, we do have a beautiful flow chart on our website that is exactly that. It shows step by step the arrows that point you in different directions depending on the situation. So, and that's the word I was looking for, flow chart. But it's important that words are important and terms and definitions. Erin, before I go back to Howie, because Erin, you said one in French that caught my attention. Si un employeur si vous perdez votre emploi, l'employeur doit vous faire une offre raisonnable. Ben, Erin, en tant qu'employeur puis en tant qu'employé syndiqué, on peut avoir une perspective différente en ce qui est une offre raisonnable. Alors, qui tranche la détermination ou l'interprétation de qu'est-ce qu'est une offre raisonnable, par exemple? Oui, alors l'appendice définit ce qui est une offre d'emploi raisonnable. Donc, ce n'est pas une question de ce que moi je trouve raisonnable ou ce que toi tu trouves raisonnable. C'est vraiment très précis et c'est défini dans l'appendice. Et ce que c'est un poste permanent dans l'administration publique centrale. C'est habituellement à un niveau équivalent et ça se peut que ça soit à un niveau plus bas, mais si c'est le cas, la personne a la protection salariale. Nous avons tout un glossaire de termes sur le site web, encore une fois, que je vais mentionner, mais je vais souligner 3. Donc, on parle premièrement des employés touchés. Donc, ce que ça veut dire, c'est un employé qui est nommé pour une période indéterminée, qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d'un réaménagement des effectifs. Et ça, c'est vraiment la première étape dans le processus. Et si on ne reçoit pas d'offre d'emploi raisonnable, on devient un employé excédentaire ou un surplus employee.
Et dans cette situation, on parle de quelqu'un qui, encore une fois, est un employé nommé pour une période indéterminée, qui a été officiellement déclaré excédentaire par écrit par son administrateur général. Donc ça, c'est soit après un processus de furlough ou non. Puis, troisièmement, un employé optant ou un opting employee, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu de garantie d'une offre d'emploi raisonnable et cet employé a 120 jours pour envisager les options qui sont offertes dans l'appendice, les options que j'ai expliquées tantôt. Donc, soit d'avoir la priorité pour une durée de 12 mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable ou accéder à la mesure de soutien à la transition sans ou avec une indemnité d'études. Now, Howie, what if worse comes to worse and the employee resigns? What then? And I mean, let's be clear here. If the employee resigns, it's not really a real resignation here, but it still is a resignation. So what then? Well, I think as Erin and I have suggested, the Workforce Adjustment Appendix has very specific language around what happens when and how. So when I hear the word resignation, what comes to mind first is that employees who are enduring a lot of stress and a lot of frustration because of the whole layoff situation in general, or, and this happened during DRAP, the Surlo process and how that was administered. So they just say, I've had it. I'm leaving. I wouldn't recommend that because the WFAA offers really, really strong protections. And if you want to leave for any reason, there are ways to do so as a part of those protections that will be better for you than just resigning. You really need to look at the departure programs, the alternation opportunities. If you're made opting, the opting provisions, and it might take a little bit longer, but you should hang in there and see what happens and then do what is best for you. Because ordinarily resigning is not the best thing for an employee unless that employee were just going to retire anyway. But even then, I'd suggest that it's not the best course of action to take in this kind of situation. Erin, to wrap things up, if I'm a member of PSAC and my manager tells me and gives me an affected letter, I'm an affected employee or whatnot, who do I turn to if I need help? I know you said there are some resources on the PSAC website, but if I need to talk to someone, what's my first step? Who do I turn to? So the first place to start is always with your local. So get to know your local executive, if you don't already, and talk to them about what's going on because they will be receiving communication from the union more centrally about what's happening. But beyond that, the next point of contact is your component union. So that's a very important place to seek information about specifics, to talk through your situation, or if you have questions about some of the technicalities of the process. Certainly, I have mentioned PSAC's website and the resources that we have available. We are offering and have already offered training and workshops, and there will be more to come. So really important to be plugged into the listservs that come from your union and participate in those because it can be overwhelming. There is a lot of information, but it is really important to be informed, as Howie said, to make the best decision possible for you, given your situation. Alors, merci énormément pour nous avoir familiarisés avec l'appendice qui représente vraiment un coussin de sûreté essentiel pour tous les membres de la FPC. We hope that this discussion was useful to all of our listeners. Howie West, Erin Sirett, un gros merci. I'm Sébastien Bezeau, and see you next month on the Union Safety Net. Merci. Thank you for joining me for this episode of the Union Safety Net, le filet de sécurité syndicale, a union podcast created by USJE for working people.
If you have any feedback on today's episode or would like to suggest a topic you want us to cover, please reach out on social media platforms. We love to hear from our listeners. I'm your host, Sébastien Bezeau, and I hope you'll join us next month for another episode of the Union Safety Net, le filet de sécurité syndicale.